Bien heureuse de vous voir aujourd'hui. Donc, on va permettre à tout le monde d'entrer. Donc, je vais vous laisser si vous êtes capable. Attendez un petit peu. On va vous permettre de changer votre nom si vous voulez. Euh, Oui, bonsoir tout le monde. Allô, allô, comment vas-tu? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va bien, merci. Euh, je suis très ravi de vous voir. Ah, ben Parce ça me que, fait plaisir, même chose. oui, je vous suis sur YouTube et quelques messages concernant le tutorat sur les infirmiers. OK. Oui, Est-ce je que, vous suis régulièrement. parfait. Est-ce que tu es CP ou CPA? Moi, je suis pas CP ou je suis PA, mais je suis infirmier. Je vous OK. suis régulièrement dans tes conseils que vous partagez sur YouTube, sur les messages concernant les mails. Oui. Et pour cela, j'ai vu le link que vous avez partagé pour joindre le Zoom. Je ne sais pas ce que vous allez parler. Oui. OK. Donc, Je m- ce qu'on va parler ce soir, donc, c'est pour ceux et celles qui veulent se préparer à leur examen professionnel. oui, je vous ai envoyé un message parce que, attends un peu, je vais me présenter. Je OK. m'appelle Félix Nimubona. Mhm. Je suis infirmier en bac 3. Je suis, j'avais un diplôme de baccalauréat en sciences infirmières, mais pour le moment, j'habite au Calgary, à OK. Alberta. Oui, Donc, est-ce que tu veux venir travailler au Québec? je vais, mais j'avais quelques barrières qui m'empêchent de ne pas venir parce que je vais venir ici, j'avais un petit boulot pour faire là-bas. J'ai envie OK. de déménager ici parce que c'est un endroit où on parle français seulement. Moi, Mhm. je suis francophone. On voit, ben oui, on voit ça. Oui, merci beaucoup. Donc, parfait. Donc, ben, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. J'espère que ça va peut-être t'aider pour à certains niveaux. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est vraiment la philosophie de l'examen. Donc, pourquoi, c'est quoi l'examen? Comment on s'y prépare? Parce qu'on a probablement dans la salle des CP et des CPA qui sont là parce qu'ils se préparent pour l'examen professionnel. Donc, j'aimerais ça dans le clavardage. Donc, s'il y en a qui veulent me dire, est-ce que vous êtes CPA? Est-ce que vous êtes CP? Donc, pour quelle préparation vous êtes venu au webinaire ce soir? Donc, je vous laisse le temps d'écrire dans le clavardage. Donc, il n'y a pas de problème, il est activé. Donc, avant toute chose, je vais me présenter. Donc, j'ai commencé à jaser, mais je vais quand même me présenter pour ceux et celles qui me connaissent moins. Donc, je m'appelle Sylvie Rochon. Mon, je suis infirmière de profession. Je suis la PDG de Tutorat Soins Infirmiers. Donc, j'ai développé cette entreprise-là par un besoin. Donc, les étudiantes, j'ai enseigné pendant 20 ans au Cégep à Trois-Rivières et on m'a demandé en 2017 d'aider quelques étudiantes qui avaient de la difficulté à l'examen professionnel. Donc, ça a commencé tout bonnement comme ça pour essayer de les aider à faire de la revision, essayer d'être vraiment prête pour l'examen et ça l'a fait boule de neige. Donc, on a décidé de faire, donc, c'est de continuer de monter ça à 100 étudiants, à 150 étudiants. Donc, et là, aujourd'hui, on forme 1 500 étudiants par année, que ce soit étudiantes pour l'examen de l'OIAQ que pour l'examen de l'OIQ. Donc, fait que c'est pour ça que des fois, on a toujours des questions. Il y en a qui ne sont pas certains. Ils nous écrivent ou vous nous appelez. Donc, j'ai décidé de faire un webinaire par mois pour expliquer ce qu'on offre comme préparation aussi. Mais si vous avez d'autres questions en lien avec soit des formations qu'on offre, donc je vais aussi être disponible pour répondre aussi à vos questions. Donc, on a Héraldine qui est CP.
Bonjour Mina, qui est une infirmière hors Québec qui est maintenant CPI, bravo. Vous avez probablement commencé à travailler comme CPI. C'est probablement beaucoup de travail. On voit que la formation versus le travail terrain, c'est pas facile, c'est pas pareil, c'est pas la... On dirait qu'on est en train de recommencer notre cours, mais dans le fond, c'est la base que vous avez été chercher dans votre formation. Si vous l'avez fait ici au Québec, si vous êtes des infirmières ou des infirmiers hors Québec, bien, vous avez quand même votre bagage. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines mises à niveau qui sont importantes à faire. Vous avez peut-être eu besoin de faire l'AEC pour aller chercher certains éléments importants qui vont être nécessaires pour travailler comme infirmière et infirmier au Québec parce que les maladies ne sont pas tout à fait les mêmes, les traitements sont un peu différents, les médicaments sont différents, l'organisation du travail est différente. Donc, fait que pour ceux et celles qui proviennent de d'autres pays, vous avez probablement trouvé ça plus dur encore que nos infirmières ou nos étudiantes qui sont maintenant CPI mais qui ont passé par la formation régulière. Donc, mais ce que je vois, que des CPI. Est-ce que j'ai des CPIA qui sont avec nous pour, euh, pour voir? Parce que les CPIA vont faire leur examen, le prochain examen au mois de septembre. Donc, le 20 septembre, ça va être l'examen pour les CPIA, donc pour celles qui veulent devenir infirmières auxiliaires. Pour ceux et celles qui sont CP, votre examen va être le 18 septembre. Donc, ça approche quand même assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez fait le décompte, mais il reste 11 semaines avant l'examen, entre 12 et 11 semaines, selon comment on le calcule. Donc, ça va se passer, mais vraiment rapidement. Donc, j'espère que pour vous, comme CP, vous avez commencé votre étude. Parce qu'on a toujours tendance à dire, oh, c'est loin, on a encore du temps pour étudier. Je ferai ça la semaine prochaine. Mais vous allez voir que la semaine prochaine, ben là, la semaine prochaine, déjà, ça va être presque le temps de commencer à faire vos inscriptions pour l'examen. Donc, les inscriptions vont arriver quelque part aux alentours du 15 juillet. Donc, dans ces moments-là. Et vous allez devoir vous inscrire parce que vous n'avez pas le choix de savoir est-ce que je vais passer mon examen ou pas? Est-ce que ça me tente de le passer ou pas? Je pense qu'il n'y a personne que ça y tente de passer cet examen-là parce qu'il est stressant. Tu sais, c'est quand même une étape importante dans notre carrière d'infirmière. Donc, fait qu'à ce niveau-là, on ne veut pas nécessairement, des fois, on ne se sent pas prête ou on ne se sentira jamais prêt pour ce type d'examen-là. Mais il faut savoir que l'ordre, que ce soit l'ordre des infirmières ou l'ordre des infirmières auxiliaires, vous convoque à l'examen. Donc, vous n'avez pas le choix, vous devez faire quelque chose. Soit payer l'inscription donc pour vous présenter à l'examen, soit de faire des démarches auprès de l'ordre des infirmières ou des infirmières auxiliaires donc selon le type d'examen que vous passez pour prendre soit des arrangements pour reporter votre examen. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il y a des critères à respecter. Oui. Donc, dire, ben, ça ne me tente pas, je ne suis pas prête. Malheureusement, l'Ordre des infirmières va dire, c'est pas une raison valable. Ça peut être dans les raisons valables de voir que ça ne fait pas 90 jours que vous avez terminé votre formation d'AEC, par exemple. Donc, que vous finissez à la fin juin, puis l'examen est au mois de septembre, donc juillet à août, puis mi-septembre, donc on n'a pas le 90 jours de fait, donc vous seriez éligible à extensionner votre examen. Euh, à part ça, vous êtes enceinte, vous êtes sur le bord d'accoucher ou dans ces dates-là, ils vont dire, ben, on va gérer ça quand tu auras accouché. Donc, ça se peut que tu ne sois pas capable de te présenter à ton examen parce que tu vas être en travail en train de faire le plus beau travail au monde que tu as fait. Tu vas avoir fait un enfant, mais là, il va falloir que tu fasses des démarches auprès de l'ordre pour faire annuler ta non-participation à l'examen. Donc, ça, c'est des petits éléments à savoir là, qui sont importants. Donc, on se doit de se présenter à l'examen.
Donc, on le prévoit. On prévoit l'argent aussi pour cet examen-là. L'examen est dans les 300-400 $ là. Ils sont quand même assez dispendieux. Il me semble que je les avais marqués. Euh, ta, 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 hum, c'est une affaire de, c'est ça, de 300-400 $ si c'est pas plus là, pour l'examen. J'ai oublié de les prendre en note. Euh, fait que c'est quand même des sous qui sont importants à penser là, pour votre examen. Donc, à ce temps qu'on sait ça, qu'il nous reste 10 semaines, donc il y a deux choses que vous pouvez faire. C'est de dire, bon, je n'ai pas besoin d'étudier, puis on verra ce qui arrivera. OK? Ou bien donc, on dit, bon, ben maintenant, on va se 332. Ah, merci, Auberde. Donc, je ne l'avais pas, mais pour les infirmières auxiliaires, c'est un petit peu moins cher. C'est plus aux alentours de 300 $. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas gaspiller cet argent-là, hein. On veut réussir l'examen pour lorsqu'on va le faire pour la première fois. Donc, vous avez probablement reçu ou vous avez entendu parler que pour les infirmières, maintenant, on a les thèmes de l'examen qui sont déjà prévus. Donc, on a reçu, ils sont sur le site de l'Ordre des infirmières, donc les thèmes qui sont abordés à l'examen. Mais ça reste quand même quelque chose de vague. Donc, on va avoir certaines, donc par exemple, si vous ne l'avez pas vu, donc si je prends médecine, chirurgie, parce que ce sont euh, les, les deux catégories qui vont être à peu près à 80 % de l'examen. Donc, mettons les chirurgies abdominales, chirurgie cardiaque, chirurgie gynécologique, orthopédie, puis les chirurgies thoraciques. Ça reste quand même vague et ils vont vous poser peut-être une cinquantaine de questions sur ces types de chirurgie-là. Donc, fait qu'il va falloir que vous revisiez ces thèmes-là. Donc, on sait quand même certains points, mais ça reste quand même vague. Sur certaines méthodes de soins, comme j'avais vu aussi le TNG. Donc, le TNG, là, on vous dit qu'on va vous questionner sur l'examen, à l'examen. Mais je vous dirais qu'un examen sur trois, on va parler des TNG de toute façon parce que ça reste la base. Donc, ces thèmes-là, je pense que si c'est important d'en prendre connaissance. Je pense que c'est votre premier outil qui peut vous aider à être prêt pour cet examen-là. Ensuite, bien sûr, c'est sûr que quand on se prépare, quand on a des gens qui nous accompagnent dans notre préparation, ben, ça va encore mieux parce que vous ne pouvez pas étudier tous vos Potter, tous vos Lewis, l'examen clinique, les examens paracliniques, donc tous les documents ou les volumes que vous avez, on a une bibliothèque qui est pleine. Donc, vous avez 10 semaines pour reviser tout ça, c'est illogique. Donc, ici, c'est important d'aller vraiment cibler les informations. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'examen? Donc, nous, chez Tutorat, c'est ce qu'on fait depuis 2017. Donc, pour chacun des thèmes, donc si on parle de, par exemple, la transfusion. Donc, la transfusion sanguine, il y a plein de choses. On peut travailler sur le culot globulaire, sur donc les types les types de culots qu'il va y avoir, donc tous ces éléments-là. Mais on sait très bien les cryoprécipités, à combien de millilitres heure, combien qu'il y en a dedans, quel type de tubulure que je vais utiliser. Donc, il y a plein de choses importantes, mais pas pour l'examen. Pour votre travail d'infirmière, ça va être super important de comprendre donc l'albumine, les cryoprécipités versus les culoglobulaires, quand c'est des AS3, des leucocytés ou pas. Donc, tous ces éléments-là vont faire partie de votre travail. Mais à l'examen professionnel, c'est pas ça qu'on va vous poser comme question. Donc, c'est important de ne vraiment de faire la distinction entre les deux. L'examen professionnel, il est là pour la sécurité des patients. Un ordre professionnel, ce n'est pas une maison d'enseignement. Un ordre professionnel, c'est là pour assurer la sécurité du public. Donc, quand on parle de sécurité du public, on parle de qu'est-ce qu'une infirmière ou une infirmière auxiliaire diligente va faire pour éviter d'avoir des conséquences auprès de ses patients. OK? Donc, si on reprend notre transfusion sanguine, quelle est la sécurité la plus importante?
Ben, c'est la vitesse, c'est l'asepsie, c'est de s'assurer que le culot globulaire qu'on va administrer, on va l'administrer selon les bonnes façons. Donc, est-ce que c'est le bon patient? Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce que je l'ai vérifié avec une autre personne? De connaître les complications lorsque je vais débuter ma transfusion. À quel moment je dois arrêter cette transfusion-là? Donc, la vitesse. Parce que vous avez peut-être appris que devez partir la transfusion à 75 millilitres heure. Puis là, il y en a qui vont dire, hey, non, non, moi, chez nous, c'est 90. Ah ben non, chez nous, moi, c'est 120. Donc, on voit qu'il y a des débits de départ de transfusion qui sont différents d'un centre à l'autre. OK? Et c'est correct. L'objectif pour la sécurité, c'est de ne pas dépasser notre 4 heures sur une transfusion. Parce que la transfusion, lorsque je la sors du frigidaire, dans la banque de sang, j'ai 4 heures pour l'administrer. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est vivant. Donc, si je dépasse 4 heures à une température ambiante, donc le sac qui contient le sang peut faire des proliférations de bactéries. Et là, il risque d'avoir des bactéries dans le sang du patient et de créer une septicémie, ce qu'on ne veut pas. Hein. Donc, fait que ça, c'est des éléments de sécurité. D'être en mesure de voir la réaction transfusionnelle d'un patient, de connaître quels sont les signes et symptômes, ça fait partie de la sécurité. Parce que c'est votre rôle comme infirmière ou même infirmière auxiliaire de, euh, de voir arriver la dyspnée, de voir que le patient va moins bien. Il commence, la tension artérielle a commencé à chuter. Donc, tous des éléments qui disent, oh, le patient est en train de faire une réaction transfusionnelle. Maintenant, je fais quoi? Ah, il a juste mal à la tête. Ah, il a juste un peu de prurite. Est-ce que je vais faire les mêmes interventions? Donc, l'examen professionnel va aller valider ces informations-là. Puis là, peut-être que vous avez dit, ah, pour moi, c'est trompé. Il a parlé que les surveillances des réactions transfusionnelles, les infirmières auxiliaires le faisaient. Ça se fait pas. Ben oui, les infirmières auxiliaires peuvent faire la surveillance des 15 premières minutes d'une transfusion sanguine, mais peut-être pas dans l'endroit où vous travaillez comme CP. Parce qu'à Sainte-Justine, les infirmières auxiliaires peuvent faire les surveillances des 15 premières minutes. Est-ce que les infirmières auxiliaires de Sainte-Justine ont eu une formation différente, ont un permis différent? Non, ils ont le même permis. Donc, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de connaître ces aspects-là. Parce que l'objectif, lorsqu'on fait des surveillances de complications, donc c'est de l'évaluation, l'infirmière auxiliaire aussi peut contribuer à l'évaluation. Donc, en contribuant à l'évaluation, ça veut dire qu'elle est capable de, quand elle les connaît, c'est bien sûr, on va lui donner les informations. Si le patient a de la céphalée, si le patient a du prurite, s'il commence à respirer plus vite, s'il fait de la température, tu viens aviser l'infirmière. Mais la surveillance directe va se faire par l'infirmière auxiliaire, dans, par exemple à Sainte-Justine. OK? Mais dans votre milieu, ça ne se fait pas. Donc, à l'examen, si vous avez une question de ce type-là, ben, vous allez être porté à vous référer à ce qui se fait dans votre centre, puis dire, non, c'est moi qui dois faire les surveillances des 15 premières minutes parce que je suis infirmière. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, il y a plusieurs points comme ça qui sont importants de connaître parce que on a parlé que l'Ordre des infirmières, son rôle, c'est de s'assurer de la sécurité du public, mais elle doit aussi s'assurer que vous connaissez les activités réservées pour lesquelles vous demandez un permis d'exercice. Donc, il y a 14 activités réservées. Et il y en a 17 au total, mais il y en a 14 pour lesquelles vous allez être questionné. Je serais curieuse de vous demander dans le clavardage de me nommer au moins une activité réservée pour laquelle vous allez demander votre permis d'exercice, que vous allez faire votre examen au mois de septembre. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Oui, Oui. il y a l'évaluation du patient qui est réservée à l'infirmière. OK. Donc, l'évaluation du patient, donc c'est pour les infirmières, c'est évaluer un patient qui est symptomatique. Somatique. Oui. Exact.
Parfait. Puis pour les infirmières auxiliaires, ben c'est le contraire, c'est de contribuer à l'évaluation. Oui. Mais dès qu'il devient symptomatique, ça tombe dans le cours de l'infirmière. Bravo. Donc, oui, Mina, parfait. Évaluation physique et mentale d'une personne symptomatique. Ça, c'est la première. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres activités pour lesquelles vous demandez un permis d'exercice? La perfusion est solutée avec Ouais, additifs. OK. Par Donc, exemple, et un soluté de potassium, c'est OK. une activité qui est réservée à l'infirmière. Oui. Euh, et on va regarder, donc les solutés, c'est de faire des méthodes invasives. OK? Donc, Oui, l'installation d'un cathéter, c'est des méthodes oui, invasives selon une ordonnance. oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas décider, moi, d'installer un cathéter intraveineux puis de passer un soluté. Non, J'ai besoin obligatoirement d'avoir une une ordre, prescription. ça. Oui. Puis quand on parle de potassium, on parle d'une autre activité qui est d'administrer des médicaments selon une ordonnance. Hein? Donc, fait que là, on est rendu à trois. Ensuite, ben, je vais aller voir dans le clavardage. Donc, la collecte de données. La collecte de données, Kamal, ça fait partie de l'évaluation d'une personne symptomatique. Évaluer un enfant qui n'est pas encore admis en préscolaire, Héroldine, ça, c'est une activité réservée qui n'est pas évaluée à l'examen. Donc, tu vois-tu que ça, si tu veux commencer à travailler sur les indices de retard mentaux chez les enfants préscolaires, ben, tu vas étudier ça pour rien pour l'examen, parce que c'est pas questionné. Parce que l'examen, il est fait pour autant les infirmières ou les infirmiers, ben, ou les étudiants qui ont fait leur formation au baccalauréat initial dans une université, ou de l'avoir fait au DEC dans un cégep ou dans un collège québécois. OK? Donc, parce qu'il y a trois activités pour lesquelles les infirmières sont formées à l'université. Donc, celui-là qui est en lien avec les, euh, les enfants, donc les indices de retard de développement ou ces éléments-là. Donc, ça ne sera pas questionné. Puis, il y en a d'autres aussi là, en lien avec l'isolement dans les milieux CRI. Donc, c'est une petite poignée d'infirmières qui ont été formées à l'université pour ça. Donc, fait que ça, c'est des éléments à savoir. Procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de la loi, de l'application de la loi de santé publique, oui, ça va faire partie des choses que vous allez pouvoir faire avec un permis d'exercice de l'ordre des infirmières. Donc, ça veut dire de procéder à la vaccination. Qu'est-ce que ça l'englobe? C'est pas juste de prendre une seringue avec un vaccin puis de l'administrer, puis de surveiller les effets secondaires. C'est de prendre la décision d'administrer le vaccin. Donc, au niveau de la santé publique. Donc, le patient ou la personne va arriver, parce qu'on ne peut pas dire que c'est des patients, parce que c'est souvent en externe. Donc, va arriver dans une clinique de vaccination, l'infirmière va faire l'évaluation et va décider si oui ou non on donne un vaccin à cette personne-là. C'est pas le médecin qui va le faire, c'est vraiment le côté autonome de l'infirmière par rapport à cette activité-là qui est de l'administration, de procéder à la vaccination. Initier le plan de traitement des plaies. Bravo. Donc, initier le traitement des plaies, qu'est-ce que ça veut dire initier? Initier, ça veut dire de prendre la décision de. Donc, vous avez un patient qui a une plaie de pression, c'est à vous de déterminer quel type de pansement vous allez faire, quel type de traitement vous allez utiliser. Donc, et la fréquence de changement de pansement, la fréquence de suivi, d'évaluation et tout ça, et le médecin ne le fera pas. Et c'est parce que c'est quelque chose d'autonome. Donc, ça, c'est un élément important. Puis, il faut que lorsque vous allez faire votre étude, vous faites votre étude à ce niveau-là pour dire, ben si on me présente un patient avec une plaie, il faut que je sois en mesure d'être capable de l'évaluer et d'intervenir parce que ça fait partie de cette activité-là. Ajuster le PTI. Oui, le plan. Donc, initier le plan. Ouais, ajuster le PTI, c'est en lien avec le monitorage des soins. Donc, de décider de faire une prescription infirmière.
Donc, le PTI, c'est vraiment d'avoir un constat d'évaluation. Puis même, je vous dirais qu'il va y avoir 5 questions au moins à l'examen concernant le PTI. Ça fait partie des critères qu'ils ont mentionnés dans les thèmes. Donc, le PTI, c'est quelque chose qui va être important parce que c'est une prescription que vous allez faire sur un problème en particulier qui nécessite un suivi particulier de la part de l'infirmière. Initier une ordonnance, un traitement selon une ordonnance. Parfait. Donc, les traitements, ça peut être tout ce qui est méthode de soins. Mais on voit initier, ça veut dire je prends la décision de, mais je ne peux pas le faire si je n'ai pas la prescription. Puis cette prescription-là, quand on parle d'initier une ordonnance, c'est parce que je vais l'avoir souvent en ordonnance collective. Donc, de connaître aussi la distinction entre vos ordonnances collectives. Donc, une ordonnance collective, c'est une recette, donc c'est un plan, mettons pour les patients qui ont des nausées, on va installer un tube nasogastrique pour dire quelque chose. OK? Bien, je vais avoir l'ordonnance et pour tous les patients qui ont des nausées, donc j'ai la procédure d'évaluation, d'intervention et de suivi. OK? Et c'est moi qui va décider si oui ou non elle s'applique au patient que j'ai qui a un problème. C'est ça, initier une ordonnance collective. On peut effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes. Aussi, oui, excellent. Donc, celui-là aussi, donc c'est en lien beaucoup avec le PTI. Mhm. Donc, et de faire aussi, de voir donc les problèmes de santé complexes, c'est lorsqu'on a des patients qui ont des antécédents. J'ai un patient qui est insuffisant cardiaque, qui est insuffisant rénal, et donc ma conduite va être différente parce qu'il y a ces antécédents-là. Donc, je vais faire des choses différemment que je ne ferais pas chez un patient qui est en bonne santé et qui n'a pas d'antécédents, ou un patient qui est diabétique. Ok? Donc, de prendre toutes les pathologies, puis de voir que ça a un impact sur le traitement que je vais faire ou les évaluations que je vais avoir à faire pour ces patients-là. Ensuite, donc, administrer et ajuster les médicaments, je l'ai mentionné pour le potassium, mais ça pourrait être pour tout type de médicaments. Et quand on parle d'ajustement, on parle des protocoles. Donc, un protocole d'hypoglycémie, un protocole d'une gestion d'insuline selon une échelle. Donc, c'est à vous, comme infirmière, à décider combien d'insuline vous allez administrer selon la valeur de la glycémie. Et donc, ça, c'est des choses qui sont importantes et d'être capable de jouer avec les différents protocoles que vous allez avoir, c'est sûr, à l'examen. OK. Euh, Surveillance et suivi après une intervention, ça vient en lien vraiment avec les méthodes de soins. Donc, initier des traitements selon une ordonnance. Lorsqu'on fait une méthode de soins, notre objectif aussi, c'est de s'assurer que ça fonctionne correctement. Donc, mettons, si on reprend mon TNG de tantôt, je suis capable de bien évaluer puis de l'installer correctement, mais je dois aussi en faire le suivi. Et mon objectif, c'est qu'il fonctionne bien. Donc, s'il ne draine plus, ben, c'est quoi la raison? Donc, c'est de notre capacité de voir arriver des problèmes, de dire, est-ce que c'est parce que mon TNG est bloqué ou parce que les intestins de mon patient ont recommencé à fonctionner? Est-ce qu'il est coudé à quelque part? Donc, ou il n'est pas en succion? Donc, ça, c'est des éléments de surveillance et de suivi des interventions. C'est sûr que tout ce qui est médicaments, bon, que c'est de connaître, oui, de façon générale vos médicaments, mais surtout de voir l'efficacité. C'est principalement ça qui va vous être questionné parce que tout ce qui est effets secondaires, les principaux effets secondaires de base devraient être connus, mettons pour les opiacés, les antihypertenseurs, les antidiabétiques, donc de connaître les principaux effets secondaires. Mais ils n'iront pas très loin dans les effets secondaires parce que on a des outils maintenant pour utiliser. On a un guide de médicaments, on a un pharmafiche, donc rapidement on a cette information-là. Mais les complications importantes de médicaments, donc d'être en mesure de reconnaître la dépression respiratoire, c'est quelque chose qui est questionné à chaque année dans l'examen parce que c'est trop important. Donc, le fait d'administrer un opiacé, vous avez aussi la responsabilité de vous assurer, oui, qu'il est efficace, qu'il enlève la douleur, mais surtout de ne pas voir
apparaître les complications ou si on les voit apparaître, d'intervenir rapidement. Donc, la première, celle qui est la plus dangereuse, c'est la dépression respiratoire. Donc, si on ne voit pas que notre patient ne respire pas bien, qu'il respire à 8 par minute, puis qu'on ne pense pas de donner du Narcan, ben, on met la vie de notre patient en danger. Donc, ça fait partie des choses qui sont questionnées. Pourquoi? Encore une fois, à cause de la sécurité. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité des patients que votre permis d'exercice va vous donner l'autorisation de faire comme activité. Il a décidé l'utilisation des mesures de contention. Ah oui, aussi. Donc, les mesures de contention, effectivement, c'est une autre activité. Donc, les contentions viennent aussi avec les mesures alternatives. Donc, de décider de mettre une bande abdominale à un patient dans un lit, euh, c'est le dernier recours. Tout ce qui est mesure alternative, c'est qu'est-ce que je vais faire pour éviter de contentionner mon patient. OK? Et qu'est-ce qui est une contention de ce qui ne l'est pas? Donc, une ridelle, donc lever les ridelles, les quatre ridelles d'un lit, est-ce que c'est une contention ou ça ne l'est pas? Des fois oui, des fois non, ça dépend de la situation. Si c'est le patient qui vous l'a demandé puis qui est très lucide, c'est pas une contention. Lui, il veut pour sa sécurité à lui que tu remontes les quatre côtés parce qu'il est habitué de dormir dans un lit extra large, puis là, il dort dans un petit 39 pouces. Puis il dit, montez-moi les quatre côtés parce que je bouge trop, je vais tomber en bas du lit. Donc, c'est pas une contention. C'est parce que c'est le patient qui l'a demandé. Mais un patient qui est confus, qui est agité, qu'on monte les côtés de lit, on l'empêche de, oui, de tomber, mais il peut bien sûr passer par-dessus parce que lui, il ne comprend pas qu'il y a quatre côtés puis que c'est pour sa protection. Là, ça devient une contention. Donc, voyez-vous comment on peut travailler chacun des sujets et c'est ça qu'on fait avec tutorat, soins infirmiers. Donc, les préparations aux examens, c'est des mises en situation puis des rencontres en direct qu'on fait pour ce type de questions-là. Parce qu'il n'y a pas rien de noir ni de blanc, ce n'est que du jugement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Dans cette situation-là, qu'est-ce qui est mieux de faire? Donc, X, Y. Donc, la force de tutorat, c'est ça, d'être en mesure de vous donner les bonnes indications. Bonjour Héroldine, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, bonjour. Ma question, c'est la suivante. J'aimerais savoir, dans le fond, moi, je débute ma troisième et dernière année cette année, en Mhm. septembre, mais je voulais utiliser l'été pour commencer À le. ton étude. Oui, c'est ça, exact. Excusez-moi. Ma question, c'est la suivante. J'aimerais savoir, selon vous, est-ce que c'est judicieux pour moi de le faire? Est-ce que les examens se ressemblent assez d'année à année que je peux me permettre, disons, cette année, de débuter mes études ou est-ce que c'est plus juste de commencer, disons, décembre de cette année? Euh, quand est-ce que tu vas faire, tu finis à quel Je mois? termine l'année prochaine, en juin. En juin prochain, pour être infirmière ou infirmière auxiliaire? Infirmière. OK. Donc, si tu finis en juin, ça veut dire qu'à partir du mois de mars prochain, donc pour la session de septembre, là, tu vas Mhm. pouvoir t'inscrire. Parce qu'il te reste toute ta troisième année, puis ta troisième année, c'est vraiment la session, les deux sessions qui vont tu vas faire de l'intégration. Ta session d'automne, tu vas peut-être avoir de la spécialité selon le cégep où tu fais ta formation. Puis ta sixième session, donc ta session d'hiver, elle, ça va être vraiment on va retravailler tout ce que tu as appris dans tes 5 premières sessions. OK, OK. Parfait. Donc, ça sera vraiment plus une révision. OK, parfait. Oui, mais si tu dis, bon, ben, j'aimerais ça quand même parce que j'aime ça puis je veux travailler, tu peux quand même utiliser les thèmes. Donc, ça va au moins t'aider pour tes prochaines sessions qui s'en viennent. Ça peut OK, être une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement ce sera les mêmes thèmes. OK, Mais OK, ça va être des parfait. choses qui vont se ressembler un peu. Ça va être similaire. OK, parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Je regardais dans les autres, donc on en a beaucoup. Exercice de surveillance clinique, on en a parlé. L'enseignement, ça fait partie des activités d'intervention. Donc, une infirmière, là, parce qu'il faut distinguer ce qu'une infirmière fait des activités réservées. Les activités, c'est vraiment le permis d'exercice va vous donner le droit de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'une infirmière a le droit de donner de la médication intraveineuse parce que le permis d'exercice vous donne le droit de donner de la médication intraveineuse. L'infirmière auxiliaire, elle a aussi son permis d'exercice qui lui est délivré par l'Ordre des infirmières auxiliaires. Mais dans ses activités d'administration des médicaments, elle peut tout administrer les médicaments sauf intraveineux. OK? Donc, ça veut dire que si elle donnerait un médicament, un Gravol intraveineux, parce que vous dites, regarde, je l'ai préparé, elle va le mettre sur la pompe volumétrique, bien, elle dépasse ses activités réservées. Donc, c'est dangereux pour le patient. Elle n'a pas été formée pour ça. Donc, c'est vraiment les distinctions au niveau des activités. Maintenant, quand on parle de surveillance, quand on parle d'enseignement, on va voir davantage qu'est-ce qu'une infirmière fait. C'est pour ça que l'examen, puis si vous regardez les thèmes, ils sont divisés en trois catégories. Donc, la première, c'est l'évaluation. Donc, l'évaluation, c'est l'information que je vais aller chercher sur une situation chez mon patient en le questionnant, en faisant le PQR-STU, en regardant la médication, les effets secondaires. Donc, toute l'information avec l'examen physique aussi que vous allez aller chercher pour essayer de voir c'est quoi le problème de mon patient. Vous allez analyser puis dire, oui, mon patient, il est en hypoglycémie. Mon patient, il est en hémorragie. Mon patient va s'en aller en dépression respiratoire. Donc, ça, c'est la phase d'évaluation. Ensuite, on a la capacité d'intervention. Donc, je vais intervenir sur les problèmes que j'ai trouvés. Mon patient est en hypoglycémie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place le protocole pour justement l'hypoglycémie, pour lui donner son 15 grammes de sucre à action rapide, pour remonter sa glycémie le plus rapidement possible. Mon patient s'en va vers une dépression respiratoire, bien là, je vais peut-être lever la tête du lit, je vais lui demander de prendre des grandes respirations. S'il y a une épidurale, je vais avoir peut-être besoin de cesser l'épidurale ou au moins diminuer la vitesse d'administration. Donc, ça, c'est des interventions. Je vais faire quelque chose. Donc, l'enseignement vient aussi dans les interventions. Parce que l'enseignement, c'est de donner de l'information à quelqu'un pour qu'il puisse être autonome sur quelque chose. OK? Je vais montrer à mon patient comment utiliser le stylo injecteur pour se donner de l'insuline. Je vais lui montrer comment se servir d'un glucomètre. Je vais lui montrer ou je vais lui enseigner les signes de reconnaissance de l'insuffisance cardiaque quand il va commencer à décompenser. Donc, tout ça, c'est de l'enseignement qui fait partie du volet d'intervention. Ensuite de ça, on a la contribution, donc assurer la continuité des soins. Parce que moi, quand je travaille, je sais ce que j'ai à faire pour mes patients. Mais si je ne donne pas l'information au corps suivant, eux autres ne le sauront peut-être pas. OK? Donc, si je ne fais pas de note au dossier sur ce que j'ai évalué, l'infirmière qui me suit n'aura pas l'information si je ne lui donne pas. Puis, je ne l'ai pas écrit non plus. Le PTI, c'est aussi la même chose. Donc, je sais que j'ai un patient qui a un problème. Je vais inscrire des directives au PTI pour que les corps suivants fassent ces interventions-là. Fait que si mon patient est à risque d'hypoglycémie, puis que je dis que lorsqu'il présente de la sueur, de la sueur ou de la diaphorèse, de faire une glycémie, en dehors de ce que le médecin a prescrit comme glycémie capillaire, ben, c'est une directive parce que je sais que la nuit, quand il se réveille en diaphorèse, c'est parce qu'il est en hypoglycémie. OK? Donc, je vais inscrire cette directive-là au PTI pour l'infirmière de nuit. Quand elle va voir le PTI, elle va dire, ah, ce patient-là, ah, il fait des hippos la nuit. Je vais le surveiller davantage. Donc, je vais assurer un suivi particulier pour ce patient-là. Et c'est le PTI qui va être en mesure de me donner cette directive-là. Là, vous allez me dire, oui, on pourrait mettre ça dans le rapport interservice. C'est vrai, puis on va le mettre aussi. Sauf que le rapport interservice, quand le patient a terminé, les rapports, on les met dans la poubelle puis on les jette.
Ce n'est pas mis aux archives. Tandis que le PTI, c'est mis aux archives et on laisse une trace de ce qu'on a fait comme infirmière. Donc, ça c'est un des éléments importants. Donc, l'infirmière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle évalue, elle intervient et elle assure la continuité des soins. Et donc, c'est sur ces trois aspects-là qu'on va vous questionner. Donc, la continuité des soins, ça peut être de donner, de parler avec le préposé, avec l'infirmière auxiliaire, ça peut être le PTI, ça peut être d'appeler le médecin, d'appeler le pharmacien, ça peut être de faire une note au dossier, ça peut être de travailler le PTI. Donc, c'est tous ces aspects-là qui vont être questionnés. Euh, je vais regarder ce que vous avez écrit dans ça. Donc, l'enseignement, je viens d'en parler. Mélanger des substances avec la préparation de médicaments, oui. Donc, de mélanger deux types de médicaments, mais là encore, il faut savoir lesquels. Est-ce qu'on peut les administrer? Est-ce qu'on peut les mélanger? Mais je vous dirais que c'est pas quelque chose qui va être questionné d'emblée. Et parce qu'on on prépare de moins en moins de médicaments sont presque toujours préparés par la pharmacie. On les reçoit, ils sont déjà prêts. Donc, fait que oui, on pourrait questionner, mais peut-être un peu moins que les autres aspects de vos autres activités. Surveiller la pharmacovigilance, donc ça fait partie d'administrer des médicaments selon une ordonnance. Le suivi de grossesse, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Donc, ça fait partie intégrante des activités pour lesquelles vous demandez un permis. Puis là, je vais voir du monde, je vais voir comme Kamal ou je vais voir une user je n'ai pas ton prénom, mais il va dire, hey, moi, j'irai jamais travailler dans une salle d'accouchement, puis j'irai jamais travailler avec les madames enceintes. Pourquoi je vais avoir cette activité-là? C'est parce que le permis d'exercice vous donne le droit de faire toutes ces activités-là. Ce n'est pas une obligation de les faire. Donc, si vous ne travaillez pas, vous dites, moi, je n'irai jamais travailler en périnatalité, c'est parfait, puis vous n'irez pas. Comme il y en a qui n'aiment pas travailler en pédiatrie ou qu'il y en a qui ne veulent pas travailler en santé mentale. Mais l'examen, c'est un examen pour une infirmière et un infirmier de base. Donc, vous devez quand même connaître la base de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement. Donc, tous ces éléments-là sont importants. Même chose pour la psychiatrie. Donc, il y a certains éléments parce qu'un patient qui a des problèmes de santé mentale peut aussi avoir des problèmes de santé physique. Donc, vous pouvez aussi avoir à intervenir avec un patient schizophrène ou un patient paranoïde pendant, tout de suite après, avec un post-op immédiat parce qu'il vient de se faire opérer parce qu'il a une fracture de hanche. Donc, l'intervention, est-ce qu'on va intervenir de la même façon? Probablement pas. En plus, il va avoir tous ces médicaments pour sa problématique de santé mentale qui va rentrer en lien avec les médicaments qu'on va donner pour sa chirurgie. Donc, c'est là où on travaille avec des soins de santé complexes. Euh, les tâches à déléguer, oui, donc les tâches à déléguer, c'est pas une activité en soi, c'est plus dans la continuité des soins. Donc, c'est de connaître en gros ce que vous avez le droit de déléguer, mettons, à une infirmière auxiliaire. Donc, on a parlé de la transfusion tantôt. Donc, que l'infirmière auxiliaire peut surveiller les 15 premières minutes. Elle ne peut pas installer la transfusion, mais elle peut surveiller. Donc, ça, faut être conscient de ça. Et l'examen, et je ne l'ai pas mentionné encore, mais c'est un examen qui est provincial. Donc, une CIPI de Matane va passer le même examen que la CIPI qui est à Sacré-Cœur ou qui est en Outaouais ou qui est en Abitibi. On n'a pas toutes les mêmes réalités, c'est tous des hôpitaux qui sont différents, avec des réalités différentes. Ou la CIPI qui travaille à l'ICM, elle ne voit que de la cardiologie, ben, elle va être quand même questionnée sur la périnatalité puis sur la santé mentale. OK? Donc, l'examen va être vraiment de base. Donc, c'est sûr que la CIPI qui travaille à l'ICM en connaît beaucoup plus sur la cardiologie que peut-être l'infirmière qui travaille à Amos ou qui travaille à Matane. Non pas qu'ils n'ont pas de centre de cardiologie. Ils vont avoir des départements où on a de la cardio, mais de la cardio très avancée, transplantation cardiaque et tout ça, c'est que des centres spécialisés qui vont les faire.
Donc, on ne peut pas poser des questions sur la transplantation cardiaque, quels sont c'est des éléments vraiment pointus, alors que c'est à peine effleuré dans le programme et que vous n'aurez jamais de patients qui seront transplantés cardiaques sur votre unité de soins. OK? Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. L'examen, il est provincial, donc il faut voir que toutes les réalités vont être de façon générale. C'est comme si votre employeur n'était pas là pour pas vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas la bonne expression, mais de vous enlever des activités. Donc, peut-être que dans votre centre, vous n'êtes pas en mesure vous ne donnez pas les traitements d'inhalo. Donc, les traitements avec une aérochambre où on va mettre du salbutamol liquide avec du NaCl, puis on va faire respirer ça au patient. Parce que c'est l'inhalothérapeute qui le fait. C'est correct, c'est l'organisation du travail. Mais est-ce que vous avez le droit, si on vous pose la question, est-ce que vous avez le droit d'administrer ça, du salbutamol en nébulisation? La réponse est oui, parce que vous avez le droit d'administrer tout type de médicaments. En nébulisation, oui. Mais peut-être que dans votre centre, vous ne le faites pas parce que c'est l'inhalo. Puis une autre CP qui travaille dans un CHSLD où il n'y a pas d'inhalothérapeute, c'est elle qui va les faire. OK? Donc, mais vous avez le même permis d'exercice. Donc, c'est juste que votre employeur va donner des tâches ou va retirer certaines tâches pour les donner à un autre professionnel de la santé qui a aussi le droit de faire cette activité-là. Ça peut devenir un peu mêlant également à l'examen. Donc, de faire ces distinctions-là. Les interventions auprès du nouveau-né, oui, ça fait partie de la périnatalité. Connaître le rôle des équipes interdisciplinaires, plus ou moins. C'est plus dans la continuité des soins, c'est de voir que oui, on pourrait travailler avec d'autres professionnels, avec la physio, l'ergo, l'inhalo, mais là encore, c'est vraiment différent d'un centre à l'autre. Mais c'est de travailler en multidisciplinaire, c'est quelque chose qui peut peut-être faire partie de la mise en situation, qui ne sera pas nécessairement des interventions. Donc, fait que vous voyez comment que c'est vaste l'examen. Donc, vous avez 10 semaines pour commencer à travailler ça. Je vous dirais que il y a des types d'erreurs qu'on fait, bon, que certaines CPI font, que je veux vous mettre en garde. C'est par rapport à qu'est-ce que vous allez utiliser pour votre étude. Donc, tu sais, on est là. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous préparer avec nous, ça va nous faire plaisir. On est là. Je vais même vous mettre les liens, des préparations si vous voulez. Si vous voulez vous préparer avec nous, c'est comme, tu sais, nous, c'est une auto-formation avec des mises en situation. Donc, vous avez des mises en situation que vous allez travailler de façon autonome. Vous allez avoir des rencontres avec des tuteurs où on va discuter comme ça de certains sujets importants. Donc, pour justement maximiser votre étude, vous allez avoir des lectures complémentaires. Donc, un paquet d'outils. Vous avez tous les outils nécessaires pour être bien préparé pour votre examen. Mais il en existe d'autres. Il y a des documents sur le site de l'Ordre des infirmières. Vous avez le guide de préparation de l'ordre. Donc oui, ça, c'est des bons outils. Mais faites attention au type d'outils que vous allez utiliser. OK? Même si ce n'est pas nous, puis que vous décidez de vous préparer tout seul, euh, sur Internet, dans les médias sociaux, il y en a plein qui se prétendent bons pour vous préparer parce que les autres, ils l'ont fait l'examen, donc ils connaissent ça. Faites attention parce que vous l'avez vu comment ça peut devenir complexe. J'ai parlé de différents aspects juste en parlant des activités réservées. OK? Fait qu'imaginez la complexité. Donc, l'examen, la façon qu'il est construit, c'est d'aller voir justement les éléments qui sont les plus dangereux pour les patients. Qu'est-ce qui arrive le plus souvent auprès des jeunes infirmières? Les erreurs qu'elles font parce que justement, ils sont encore novices. Donc, c'est là-dessus qu'ils vont aller travailler. Donc, ce n'est pas juste d'apprendre du par cœur, c'est beaucoup de comprendre. Donc, comprendre ce que l'on fait. Donc, pourquoi je vais aller chercher
Pourquoi je vais aller prendre la tension artérielle? Pas juste dire, ah, il faut que je prenne les signes vitaux. C'est beau de prendre les signes vitaux. Mais pourquoi tu prends les signes vitaux? C'est ça qui est important. Pourquoi tu vas prendre la tension artérielle? Euh, Pourquoi tu vas prendre la température? Parce qu'il y a des raisons. Et non pas juste dire, je prends la tension artérielle pour prendre la tension artérielle. OK? Donc, comprendre les évaluations, comprendre les interventions. Parce que dans une mise en situation, ce qu'on peut faire, puis pour en faire des centaines de mises en situation, je peux faire une mise en situation, elle va s'appeler Madame Jolicoeur. Elle va être sur un département de médecine. Je vais travailler en prévention de l'hypoglycémie. Je peux vous faire travailler dans la mise en situation en lien avec Ok, c'est ça. la patiente qui est maintenant en hypoglycémie, ou bien non, je vais vous poser des questions sur comment éviter la prochaine complication, la prochaine hypoglycémie qui va s'en venir. Juste en changeant quelques éléments dans la vignette contextuelle, je change l'objectif de ma question. Donc, c'est sûr que je vais changer aussi les choix de réponse parce qu'ils ne seront pas les mêmes. Et si je garde les mêmes choix, ben, ça ne sera pas le même. Je ne peux pas faire la même intervention pour un patient qui est à risque d'hypoglycémie versus un patient qui est en hypo. Donc, si mon patient est à jeun, n'a pas de soluté de dextrose, il est à risque d'hypoglycémie, est-ce que je vais lui donner 15 grammes de sucre à action rapide? Sa glycémie est à 4,2. Non. Je vais juste le surveiller, mais je ne ferai rien. Mais mon patient qui est à 3,9, donc qui est en bas de 4, lui, je ne peux pas dire, ah ben là, je vais juste le surveiller. Non, lui, il va falloir que je donne son 15 grammes de sucre à action rapide. Puis pour un patient, pour éviter, donc on va travailler en enseignement pour justement peut-être à étirer ses collations ou de lui donner des collations parce qu'il n'en prend pas pour éviter que plus tard, il s'en vienne en hypoglycémie. Donc vous voyez que la même situation, avec trois choix de réponse différents, des fois ça va être un, d'autres fois ça va être un autre. OK? Pourquoi? Parce que là, je suis capable de comprendre la situation. Donc, et c'est ça qui va faire en sorte que l'ordre professionnel va être en mesure de dire, ah, maintenant, elle comprend. Donc, cette personne-là, elle est sécuritaire si elle a un patient qui est diabétique, qui risque de faire des hypoglycémies parce qu'elle est capable de voir arriver l'hypoglycémie, elle sait comment intervenir en cas d'hypoglycémie. Donc, l'examen va être conçu uniquement sur ça. Pour celles qui sont infirmières auxiliaires, qui sont CPA, c'est la même chose. Donc, on va vous mettre dans des contextes où vous devez intervenir comme infirmière auxiliaire et sans dépasser votre champ de compétences et en ne travaillant pas non plus comme une préposée. Donc, c'est vraiment par rapport aux activités, aux 9 activités réservées et autorisées de l'infirmière auxiliaire. On va vous questionner sur ça parce que c'est un permis d'exercice pour devenir infirmière auxiliaire que vous demandez. Hein. Donc, lui aussi, je vais vous mettre le lien là, si on a des infirmières auxiliaires qui sont présentes, des CPA. Donc, je vais vous le mettre là. Moi, je voulais poser une question, mais je ne sais pas comment on lève la main. Ben, tu n'as pas besoin de lever la main, tu as déjà ton micro d'ouvert. Pose-moi ta Ok. question. Moi, je suis en fin de formation pour l'AEC, Oui, pour être infirmière. oui. Maintenant, j'aimerais m'inscrire auprès de vous Mhm. pour suivre au moins la formation avant l'examen de l'ordre. Quand est-ce que tu vas être convoqué à l'examen? Je ne sais pas parce que je finis normalement en août. OK. Donc, si tu finis en août, tu vas être convoqué pour l'examen du mois de mars prochain. Donc à septembre, mais je vois qu'il y a d'autres qui ont fini l'année passée et à un mois, on les a convoqués. Ce qui fait que comme je ne sais pas, Oui. puisqu'ils ont dit que si tu reçois la convocation, tu es obligé de passer l'examen de l'ordre. Non, oui et non. C'est ce que je mentionnais tantôt. C'est que si ça ne fait pas 90 jours que tu as terminé ta formation, tu as le droit de demander une extension pour dire, moi, je viens juste de finir ma formation, je suis pas prête pour passer l'examen et vous n'aurez pas d'échec. Ok, Donc, d'accord. mais c'est Donc, sûr, si tu dis, moi, je suis au mois d'août, je suis prête, je vais le passer au mois de septembre, c'est parce que c'est rapide, là. C'est comme 2 semaines avant. ouais, Moi, ce que c'est je te pour ça. suggère, c'est vraiment de te préparer, puis de dire, non, moi, je vais faire l'examen simplement au mois de mars,
Puis là, tu vas prendre tout ton hiver pour te préparer. OK. Donc, je n'ai pas besoin de m'inscrire pour cette session. Non, attends au mois de septembre. Ben, 1er octobre, là, on débute la session pour la préparation de l'examen de mars. OK, donc j'attends au mois de septembre pour vous écrire. Oui, ou de voir, regarde, si tu as reçu si tu as vu passer qu'on faisait un webinaire ce soir, ça fait que tu vas voir passer l'ouverture des prochaines sessions aussi. OK. D'accord, parce que je vous ai écrit 2 fois. Franchement, je vous admire beaucoup parce que l'explication est tellement fluide. Depuis, et quand on a fait l'insuffisance rénale aiguë chronique, je suis venue taper par hasard pour voir la comparaison. Je suis tombée sur une de vos vidéos qui, franchement, je me suis abonnée en même temps. Et puis, depuis, quand je fais le cours, je viens, j'écoute les informations. Et sincèrement, ça me permet de faire des liens dans ma tête. Fait que je veux continuer avec vous. C'est pour ça que je pose des questions pour pouvoir me préparer en conséquence et puis me lancer parce que je sais qu'en tout cas, ça va être bien. Ben, je pense que oui. En tout cas, c'est ce qu'on fait de mieux Ok. pour, tu sais, moi, c'est ce que je fais dans la vie, justement, essayer de vulgariser les soins infirmiers. Donc, oui, c'est quelque chose qui est vraiment, tu sais, oui, on parle de beaucoup de thèmes scientifiques et tout ça, que c'est une profession très scientifique, il faut prendre des termes scientifiques et tout ça. Oui, mais je pense qu'à la base, si on est capable de vulgariser, ça veut dire qu'on est capable aussi de faire bien comprendre, puis de faire les liens, puis après ça, de rajouter de l'information. Oui. Donc, fait que c'est vraiment l'objectif les petites vidéos que je fais sur YouTube, c'est vraiment ça, pour essayer de vulgariser les soins pour que ça fasse du sens. Parce que lorsque ça fait du sens dans ta tête, ben, tu vas être capable de le reconnaître, tu vas être capable Mhm. de faire quelque chose avec cette information-là parce que Oui. ça va t'avoir parlé. Ok. Fait Merci. que je te souhaite quand même une bonne fin de session. Merci. Donc, je sais que l'AEC n'est pas facile parce que c'est vraiment en accéléré, ultra Ouais. accéléré sur certains points. C'est même pas Ouais. l'ensemble non plus. Donc, fait que je te souhaite quand même une bonne session. Merci. J'espère que ça va bien être. Je suis sûre que ça va bien aller. Merci. Shilan, Bonjour madame. Je vous bonjour. admire énormément, je regarde vos vidéos et puis ça m'impressionne beaucoup, beaucoup. Je voudrais savoir je dois passer un examen au mois de septembre pour infirmière auxiliaire. Je voudrais Mhm. savoir, est-ce qu'il y aura de pathologie aussi? Oui, on a pour les infirmières auxiliaires, on a les pathologies qui sont des vidéos qu'on a préenregistrées sur certaines pathologies que l'on rencontre à l'examen. En plus des mises en situation, donc, puisque ça, vous avez moins de temps pour vous préparer pour l'examen du mois de septembre, parce que là, vous commencez là, le dernier examen a été fait le 18 juin. Donc, la formule est un petit peu condensée dans le sens où on va faire des mises en situation en direct et on va travailler la pathologie en même temps. Ok, c'est Hein. bon. Donc, fait que ça, oui, vous avez toute l'information, vous avez les pathologies, vous avez même une grille avec les pathologies à regarder. On te met des liens aussi, si tu dis, ben, moi, j'ai pas trop de volume pour les pathologies. Donc, on te met des liens où tu peux aller chercher l'information. Est-ce que je pourrais vous demander une autre question aussi? Bien sûr. Je voudrais savoir sur le débit et les calculs aussi. Est-ce que vous avez fait des vidéos où il s'en vient? J'en ai dans la préparation de l'examen de l'OIAQ, oui. J'avais fait une petite vidéo sur les calculs. On a une rencontre avec un des tuteurs sur justement comment calculer les débits, comment calculer la médication aussi. OK, je sais que les infirmières auxiliaires, ils ont le droit de calcul de tout ça, Oui. mais j'aimerais vraiment, vraiment voir vos vidéos aussi parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu la chance. OK. Ben, les vidéos qu'on a sont dans la préparation, OK, je comprends. mais sur YouTube, ben, c'est vrai que j'en ai jamais fait sur comment calculer. Je pensais qu'il y en avait déjà plein, mais je vais mettre ça dans ma banque de vidéos à faire peut-être.
Merci, Madame Sylvie. Et puis, je vous admire énormément pour tout ce que vous faites. Ben, ça me fait plaisir. Puis, regarde, si je peux, moi, c'est ma passion, c'est l'enseignement. Donc, mais tu sais, il y en a d'autres, là. J'ai des tuteurs avec moi, je ne suis pas toute seule. Tu sais, on est une équipe de profs qui est là, puis on a tous le même objectif, c'est de vous faire aimer les soins infirmiers, de vous les faire comprendre pour que vous donniez des soins de qualité. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est Moi, que vous allez personnellement, je avoir des vous aime patients. beaucoup et puis j'adore tout ce que vous faites. Ben, merci, c'est gentil, je le prends bien. Bonne journée. À toi aussi. Euh, je vais aller voir. Donc, déjà inscrite, beaucoup de résumés des recherches dans nos livres. J'ai vraiment aimé. Euh, en- bon, bonjour Clémence. OK, donc Clémence a écrit, c'est vrai, être avec nous. Donc, ça l'aide beaucoup. Les questions, on répond vite. Et effectivement, dans les préparations, que ce soit infirmière ou infirmière auxiliaire, on a un forum de discussion. Donc, dans chacun des chapitres, il y a un onglet discussion où vous pouvez poser vos questions et j'y réponds. Donc, c'est sûr que, puis, si c'est quelque chose qui n'est pas en lien avec l'examen, je vais aussi vous le dire, non pas pour que dire c'est pas important, c'est juste de dire concentre-toi pas là-dessus pour ton examen. OK? Je vais quand même probablement te donner de l'information complémentaire, mais de dire ça, à l'examen, tu ne seras pas questionné là-dessus. Fait que, tu sais, d'être capable de cibler ce qui reste, il reste 10 semaines, c'est important de vraiment d'aller chercher la bonne information. Le rythme au niveau des rencontres pour Hélène, les rencontres se font habituellement, il y en a à peu près deux, des fois trois par semaine, mais habituellement c'est deux rencontres par semaine pour pour l'OIQ. Pour l'OIAQ, c'est une fois par semaine. Ou à peu près, là, des fois, il y en a une au 7 jours où ça arrive habituellement soit les mercredis ou les dimanches pour l'OIAQ. Pour l'OIQ, c'est en semaine. Et peu importe, c'est sûr que on n'est pas capable de faire un horaire qui va, je vais être capable de regrouper tout le monde en même temps sur Zoom. Des fois, vous êtes 800. C'est trop de personnes. Vous avez toutes des horaires différentes. Donc, il y en a qui font des 7-7, il y en a qui travaillent de jour, de soir, de nuit, il y en a qui ont des congés lundi, mardi, mercredi, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des heures coupées. Donc, tout le monde, il y en a qui sont ces 12 heures. Donc, fait que la façon qui est le mieux, et c'est ce qu'on fait depuis des années, c'est que la rencontre a lieu telle date. Comme là, j'ai fait cardiologie ce matin. Donc, on a travaillé les éléments importants pour l'examen sur la cardiologie. La rencontre, toutes les rencontres sont enregistrées. Je prends ensuite de ça l'enregistrement et je le dépose. Donc, par la suite, ben, l'enregistrement, il est disponible jusqu'à l'examen. Donc, il y en a qui vont venir le réécouter tout de suite. Puis il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus tard, de dire, ah, ben tiens, au mois d'août, j'ai du temps. Tiens, cardiologie, je ne l'avais pas vu encore, je vais aller le réécouter. Donc, les enregistrements sont là. Donc, vous pouvez vraiment travailler à votre rythme. Donc, vous pouvez faire, la plateforme, elle est ouverte 24 heures sur 24. Peut-être que je pourrais même vous la montrer. Attendez donc un petit peu. Je vais aller, euh, je vais aller l'ouvrir. S'il y en a que ça intéresse. C'est mon volet à moi, mais je pense que on le voit de la même façon là, quand on est en volet étudiant. Donc, je vais partager ça. Et, et vous, fait que là, je suis rentrée dans ma préparation, donc préparation de l'OIQ. L'OIAQ, c'est le décor est un petit peu différent, mais ça reste quand même, la structure, elle est similaire. Donc, on a le volet introduction et vous allez toujours avoir des barres de progression. On vous indique qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre-là avec des durées approximatives. Ensuite de ça, bon, information importante, voyez-vous, les sujets des thèmes de l'examen sont là. Donc, si je veux y accéder, je vais être en mesure ici de voir, c'est vraiment le tableau résumé, parce que le tableau que l'ordre vous a donné pour l'examen, vous avez le nombre de questions en pourcentage d'examen. Tandis que moi, j'ai fait la conversion pour vous donner le nombre de questions pour chacun des sujets. Donc, vous allez avoir ça, vous allez avoir vous pouvez le télécharger aussi. Vous allez avoir donc une vignette contextuelle, qu'est-ce que c'est? Donc, plein d'informations comme ça pour ce chapitre-là.
Ensuite de ça, on va arriver, donc les rétroactions des anciens examens qu'on va voir. La classe virtuelle, vous avez ici l'horaire, fait que je pourrais l'agrandir, en mettre en mode plein écran et voir, donc ici on est au mois de mai, donc si je change oups, si je change de journée, pas de journée, mais de mois, donc là, je vais arriver au mois de juin. Voyez-vous, on a fait cardio ce matin. Il va y avoir situation clinique mercredi. Situation clinique, c'est des choses qu'on travaille directement. Donc, on vous met des mises en situation, vous répondez à la question et ensuite, on explique pourquoi c'était la bonne réponse, pourquoi les autres ne sont pas bonnes. Donc, chacune des mises en situation, que ce soit dans les rencontres en direct ou que ce soit, par exemple, ici, bon, on parlait de transfusion tantôt. Donc, j'arrive dans mon volet transfusion, je vais avoir un plan de leçon pour m'aider à faire mes revisions. J'ai des lectures complémentaires et j'ai des mises en situation. Donc, fait que si ici, je vais dans celle de M. Desjardins, c'est sûr que là, ils sont faits. Vous allez avoir la vignette contextuelle. Ensuite de ça, vous allez avoir la question et les choix de réponse. Donc, vous allez cliquer sur un des choix, comme là ici, voyez-vous, j'ai mis ici mon choix qui est en bleu, de retirer le bouton de l'ACP, mais on explique pourquoi c'est pas bon. Parce que plus tard, peut-être que ce sera une bonne réponse, mais pour l'instant, non. Et on vous explique quelle était la bonne réponse, pourquoi. Souvent de l'information complémentaire et à quelques reprises, vous allez avoir à quoi est associée cette activité-là. Donc ici, installer un clou globulaire dans la voie médiane du CIVP, donc dans le PICC line, ben, ça fait partie des activités d'effectuer et d'ajuster un traitement médical et d'administrer et d'ajuster un médicament ou une substance selon une ordonnance. OK? Mais on vous explique aussi pourquoi c'est la bonne information. Donc, chacune des mises en situation sont faites comme ça. Donc, vous en avez différents. Vous allez et ensuite de ça, elle est quand même facilement navigable et vous allez être capable de voir tous les éléments. Lorsque j'arrive dans la classe virtuelle, qui est les rencontres, donc vous avez toutes les rencontres que vous avez ici, donc qui étaient en lien avec l'horaire. Vous avez quand même l'horaire qui est disponible là. Donc, voyez-vous, ici, la cardiologie, elle est terminée, mais je n'ai pas mis l'enregistrement encore. Donc, des fois, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Mais si je vois celui du 18 juin où j'avais de la pharmacologie, donc l'enregistrement de la pharmaco est là. Fait que là, vous pouvez l'écouter l'enregistrement. Puis ensuite de ça, quand vous allez avoir terminé de l'écouter, il va avoir un petit crochet bleu qui va dire, cette vidéo-là, tu l'as écoutée, c'est parfait, tu n'auras plus besoin de le voir. Mais si tu as besoin de revenir parce que, il me semble que Mireille avait parlé de telle affaire, bon, que tu vas revenir le réécouter une deuxième fois, c'est correct aussi. Donc, fait qu'on voit la façon qu'il est monté, donc avec les différents thèmes, donc chirurgie, transfusion, soins de plaie, cardio. Donc, on passe l'ensemble des sujets donc, qui sont à l'examen. Puis, il y en a d'autres qui sont, voyez-vous ici, comme calcul de dose, on va l'avoir aussi. On l'a pour l'infirmière auxiliaire. On a des situations où on ne sait pas trop où on va les mettre. Donc, on s'est rajouté deux chapitres. Là, il y en a un de sorti. Il y en a un deuxième qui va sortir bientôt pour d'autres sujets, principalement pour des thèmes qu'on a peut-être moins abordés, euh, qui vont faire partie de l'examen. Fait que notre plateforme, elle a l'air de ça. Donc, elle est conviviale. On peut l'utiliser autant sur un ordinateur, un téléphone, une tablette. Donc, vous pouvez les utiliser comme ça. Pour les rencontres, c'est la même chose. Donc, vous pouvez, si des fois vous êtes occupé en dessous d'un arbre, à vous reposer du soleil, ben là, vous pouvez l'écouter quand même avec votre téléphone. Il y en a qui écoutent ça durant leur pause lorsqu'ils travaillent. Donc, c'est accessible en autant que vous ayez une connexion Internet, vous avez accès à votre espace de formation. Euh, donc, je vais aller voir. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Hélène. Euh, j'ai une question. Quel est le mieux d'étudier par semaine? Quel est le mieux pour étudier par semaine? Je veux dire maximum par jour. Euh, Clémence, ça va vraiment dépendre de, euh,
de toi, de tes disponibilités. Ce que j'ai, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais on a un guide, j'ai fait ce que j'appelle mon guide d'études, un agenda personnalisé, excusez. Je m'en sers vraiment comme agenda aussi. Donc, c'est un agenda comme ça, moi, je l'ai boudiné, mais vous allez retrouver dedans, donc, un calendrier, et que vous allez marquer vos journées que vous voulez étudier. Vous allez avoir à chaque semaine, qu'est-ce que vous devez ici étudier. Vous allez vous mettre des objectifs, soit d'études, des objectifs personnels, donc pour vous aider justement à quoi faire. Donc, vos non négociables. Tu sais, de là, aujourd'hui, c'est la Saint-Jean. Fait que probablement que j'ai pas grand monde de Québec parce que là, c'est la Saint-Jean à Québec. La Saint-Jean-Baptiste à Montréal, c'est demain. Donc, fait que là, vous allez peut-être mettre dans votre agenda que le 24, ben, vous êtes en congé. C'est bien correct aussi. Ça prend du temps de congé. Donc, pour votre étude, je vous dirais de mettre minimum 3 moments par semaine. OK? Donc, puis, un moment, ça ne veut pas dire une journée. Ça veut dire maximum 90 minutes. Donc, parce que 30 minutes, c'est pas beaucoup. En tout cas, pour moi, 90 minutes, c'est la meilleure chose. Donc, c'est 1h30 où je me déconnecte de tout. Il y a pas de, j'ai pas de téléphone qui va sonner, j'ai pas rien. Les notifications sont fermées. Je me concentre sur la matière que je suis en train d'étudier pendant 90 minutes. OK? Puis vous allez voir qu'en 90 minutes, on en fait des choses, si on n'est pas dérangé pour rien. Donc, fait que au moins trois, mais il y en a qui ont plus de temps, qui vont dire, ben non, moi, je veux en faire 1 heure à chaque jour. C'est correct aussi. Il y en a qui vont dire, ben, j'ai pas le temps, moi, parce que j'ai une famille, je travaille, j'ai ci. Ça fait que je fais une demi-journée par semaine. Et c'est correct aussi. L'important, c'est de prendre ton agenda, comme là, on commence le mois de juillet. Dans ton mois de juillet, tu dis à quel moment, où sont mes trous? Donc, que je travaille pas, que j'ai pas d'activité, soit avec mes enfants, mes amis, ma famille. Donc, j'ai vraiment rien, je suis vraiment en congé, là. Des fois, ça peut être juste 2 heures dans votre journée. Tu dis, ben, je vais prendre 1 heure pour étudier. OK? Donc, ça, c'est la meilleure façon. Puis après ça, d'y aller, bon, que si tu es avec nous, ben, tu vas prendre l'agenda, puis tu vas être en mesure de dire, bon, qu'est-ce qui a été fait depuis que c'est commencé? Fait que tu vas rattraper cet élément-là. Puis il y a des semaines de rattrapage aussi. Ou bien tu vas prendre tes thèmes qui ont été produits par l'ordre, puis tu vas essayer de te mettre ça dans ton agenda pour essayer de voir, d'essayer de faire le tour de tout ce qui va être questionné. L'autre élément, parce qu'il nous reste 10 semaines, c'est de commencer par les choses que vous aimez le moins. Vous n'aimez pas la périnatalité parce que vous n'irez jamais travailler là, vous n'avez même pas été formé là-dessus. Donc, je vais commencer par ça, puis après, un peu comme je dis, on va s'en débarrasser. Mais débarrasser dans le bon sens, de dire, je vais faire l'étude que j'ai à faire sur ce volet-là. Après ça, je vais le mettre de côté. Et je vais garder ce que j'aime le plus ou sur lequel je suis le plus à l'aise. La cardiologie, j'adore ça. Je vais le garder pour ma dernière semaine. Parce que là, je vais être anxieuse rendue avant l'examen. Et je sais que la cardiologie, c'est quelque chose que j'aime, que je maîtrise bien. Je vais peut-être avoir juste 2, 3 révisions à faire, puis fait que je vais me garder ça. Puis si je n'ai pas le temps de le faire, ben c'est pas grave. J'ai déjà les bonnes connaissances pour être capable de faire l'examen avec ce que j'ai déjà. Donc, de commencer justement, pour éviter la procrastination, de commencer par ce que vous aimez le moins. Puis d'y aller avec les éléments importants pour l'examen. OK? On ne revise pas tout, on essaie davantage de comprendre. On se concentre sur l'évaluation, les interventions, la continuité des soins. J'espère que je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, Clémence. La durée des rencontres, Hélène, c'est environ, on essaie d'y aller à 1 heure par rencontre, mais des fois, ça déborde. Des fois, ça 1 heure et demie, mais on ne va jamais au-delà de 2 heures. Comme moi, aujourd'hui, c'est sûr qu'on avait les nouveaux thèmes, donc j'ai rajouté beaucoup d'informations, mais j'ai fait presque 2 heures. Mais je trouve que c'est le gros, gros, gros maximum. Mais même à ça, si tu viens puis tu dis, ben j'ai rien qu'une heure, après ça, moi, il faut que je quitte, ben tu quittes, puis tu viens écouter l'enregistrement, le restant de la rencontre plus tard.
Donc, tu n'es pas obligé d'être présente, puis je ne prends pas de présence non plus. Donc, ils sont là vraiment pour vous aider. Puis si la cardio, tu dis, ben moi, je n'ai pas besoin, je travaille à l'ICM, puis je connais déjà tout ça, parfait. Donc, tu auras congé, puis tu n'auras même pas besoin de le réécouter. Donc, il y a beaucoup d'auto-apprentissage. Donc, je donne beaucoup d'informations parce que je le sais qu'on a beaucoup d'infirmières hors Québec qui ont fait l'AEC. Donc, l'AEC, c'est que certains modules, il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas vues dans votre formation initiale non plus d'infirmière. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'en donner davantage. Mais il y en a d'autres que vous avez dites non, je n'ai pas besoin parce que je suis suffisamment formée là-dessus. C'est parfait aussi pour l'examen. Donc, ça fait juste un petit refresh. Vous faites les mises en situation. Vous allez voir où vous allez être rendu dans votre étude, de dire, ben oui, je connais tout ça, je savais déjà tout ça. C'est parfait. Ça veut dire que vous allez être prêt pour l'examen pour ce volet théorique-là. Euh, Kamal, donc, pouvons-nous revoir tous les thèmes qui seront abordés à l'examen de septembre selon le tableau un par un? Euh, pas pour la rencontre ici, mais le tableau, tu vas l'avoir. Tu l'as sur le site de l'Ordre des infirmières. Donc, dans la préparation, tous les thèmes sont abordés. Est-ce qu'on les revoit un en arrière de l'autre? Pas nécessairement, mais on va avoir des mises en situation en direct qui vont être dessus. Les situations qui sont déjà inscrites, qui sont des situations comme à l'examen. Donc, on sait lesquelles, donc on sait qu'ils sont déjà là. J'ai gardé une période ou deux au mois de septembre pour revoir certains thèmes là, plus pointus, des thèmes ou des choses à faire attention par rapport aux thèmes qui vont être questionnés à l'examen. Donc, ça, on va faire ça, c'est moi qui vais faire ça. Je pense que c'est la dernière semaine de septembre. Euh, Parfait. Excellent, merci. Donc, fait que vous voyez que l'examen, c'est complexe, mais c'est faisable. Il y a quand même un bon taux de réussite. On a un taux de réussite, nous, au-dessus de 95%. Pas parce que vous allez, pas parce que vous allez acheter notre préparation. Vous allez réussir parce que vous allez utiliser nos produits. Donc, vous allez utiliser notre préparation à l'examen. Vous allez faire les mises en situation. Vous allez écouter nos vidéos. Vous allez venir écouter les vidéos. Vous allez poser des questions. Donc, c'est comme ça que vous allez réussir l'examen. Donc, donc là, il y a la préparation à l'examen de l'OIQ, puis de l'OIAQ. Peut-être que vous avez entendu parler, il y a encore de la place, il y a encore possibilité, c'est le programme qui est nouveau depuis deux sessions, c'est notre troisième session, c'est notre programme Excellence. Donc, notre programme Excellence, c'est pour quelques personnes. Donc, on est jusqu'à maintenant une trentaine, j'ai une trentaine de CP avec moi. Donc, c'est en plus. Donc, vous avez toute la préparation à l'examen. Donc, ce que je vous ai montré tantôt. Et en plus, on a une rencontre une fois par semaine sur différents sujets, qui sont les jeudis soirs. Là encore, les rencontres sont enregistrées, où on va parler de sujets on pourrait dire des sujets qui vous intéressent, mais qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'examen. Parce que là aussi, vous êtes CP. Il y a plein de choses que vous apprenez, il y a il y a des nouveautés, il y a des fois, c'est difficile comment je vais travailler avec mon organisation du travail et tout ça. Donc, on fait des ateliers là-dessus. Donc, les premiers qu'on a fait au mois de mai-juin, ça a été beaucoup sur les protocoles, d'expliquer c'est quoi un protocole d'héparine, comment on va le travailler, le protocole de nitro. Cette semaine, on a travaillé, il y a quelqu'un qui voulait vraiment faire la distinction au niveau des soins de plaie, au niveau de l'insuffisance veineuse versus l'insuffisance artérielle. Donc, on a travaillé 1 heure là-dessus. Il y en a une autre qui voulait travailler davantage l'organisation du travail. Dire, moi, je suis CP, je suis chef d'équipe, puis je dois déléguer. Je ne sais pas comment faire cette délégation-là. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, des fois, ça va être sur des thèmes de l'examen, mais d'autres fois, c'est en lien avec votre travail de CP. Donc, c'est vraiment un ajout qu'on met à la préparation.
Donc, vous avez je fais des tableaux résumés, des vidéos pour justement vous aider, puis en même temps, mieux vous structurer, parce que comme on se rencontre une fois par semaine, donc je vous dis aussi où on en est rendu. Donc, j'essaie de vous suivre de façon plus rapprochée sur votre étude pour justement, s'il y en a des fois qui ont de la bonne volonté, puis à un moment donné, hop, la volonté à part comme les petits oiseaux, ben moi, je vous ramène plus à l'ordre de dire, hey, il me semble que tu n'as pas travaillé beaucoup, il me semble que tu n'es pas très avancé dans ta préparation. Donc, juste pour vous aider à vous ramener, puis des fois de se faire challenger par quelqu'un pour revenir assidu à notre étude. Donc, ça peut des fois nous aider justement à ne pas décrocher de notre préparation pour cet examen-là. Euh, Hélène, donc si la première rencontre était le 12 mai pour septembre, alors quand sera la première rencontre pour la préparation de mars? Bonne question. Donc, mars, avril, mai, ça veut dire que la préparation va s'ouvrir au mois d'octobre. Donc, la première rencontre devrait avoir lieu mi-novembre parce qu'il y a un petit peu moins de temps de préparation pour l'examen du mois de mars parce que le temps des fêtes, là où des fois c'est plus compliqué. Donc, ça va être à peu près là, mais que tu la jettes au mois d'octobre quand elle va ouvrir ou que tu la jettes au mois de novembre ou que tu la jettes au mois de décembre, c'est toujours le même prix. Donc, les prix, nous, ils ne changent pas. C'est pas, tu l'utilises pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois. Quand tu as la préparation, tu l'as jusqu'à l'examen. Et advenant qu'il arrive quelque chose, euh, donc là, présent, ce serait peut-être plus dans la période d'hiver, tu décides d'acheter la préparation au mois d'octobre, mais tu coules ton stage au mois de novembre. OK? Donc, à ce moment-là, pas de problème. On va te demander une preuve de ton échec, puis on va te transférer dans la session suivante, tout simplement. Tu fais ton examen, ça n'a pas bien été, je ne sais pas, tu as été malade, tu n'avais pas la tête là, puis tu as échoué ton examen. Oui, c'est plate, il va falloir que tu le reprennes, tu n'auras pas le choix, puis tu as 3 essais, mais nous, on va te garder avec nous et ça va coûter que 40 $ pour les frais de transfert et tu vas reprendre la session avec nous. Donc, on croit vraiment au potentiel que vous avez. Vous avez tout le potentiel de devenir des infirmières, des infirmiers, des infirmières auxiliaires compétents. Donc, d'avoir votre licence. Donc, on a tous les outils pour vous aider à faire cette préparation-là. Fait qu'on y croit, on croit en vous. Fait qu'on vous accompagne tant et aussi longtemps que vous n'avez pas réussi. S'il vous plaît, le lien que tu as épinglé plus haut, c'est pourquoi? Ah, l'autre, c'est le programme Excellence que j'ai mis. Donc, qui est le programme donc, de la préparation plus le mentorat, donc qui est le suivi qu'on a une fois par semaine. Donc, ce n'est pas une obligation, mais je vous l'ai mis là aussi. Il y a encore de la disponibilité, il y a encore de la place là, pour ce programme-là, s'il y en a que ça intéresse. Donc, c'est ce que j'avais à vous parler aujourd'hui. Donc, je pensais prendre juste 1 heure. Puis, voyez-vous, moi, quand je commence à parler de soins infirmiers, c'est ma passion. Donc, je peux parler bien, bien, bien longtemps de ce qui me passionne. Donc, on a quand même fait 1h30. Donc, j'espère que je vais avoir répondu à vos questions que ça va vous avoir un peu aussi aiguillé sur ceux et celles qui vont éventuellement faire leur examen plus tard. Pour ceux qui le font en septembre, ben, c'est le temps de commencer à se préparer. Il reste 10 semaines, puis ça va être la rencontre, donc la journée la plus importante pour tout le monde, cette journée-là, qui est au mois de septembre. Donc, 18 septembre pour les infirmières et 20 septembre pour les infirmières auxiliaires. Donc, si des fois vous avez des questions autres, il y a toujours contactez-nous. Donc, vous allez avoir sur notre plateforme de formation. Donc, vous pouvez nous écrire, puis on va répondre à vos questions. Oui, Flore. Pardon un peu. Sylvie, j'ai une question. Comme j'ai commencé, aujourd'hui que j'ai commencé avec vous,
Ça Mhm. veut dire que mercredi, je serai admissible en salle, là? Je comprends pas. Répète-moi ta question. Parce que mon employeur m'a inscrite aujourd'hui avec vous. Oui. J'aimerais savoir si mercredi, je serai admissible en salle parce que vous avez dit il y a un cours mercredi, je pense que c'est à 18 h. Oui, tu vas l'avoir. Si ton employeur t'a inscrit, tu vas avoir ton espace de formation. Tu vas pouvoir aller dans le volet classe virtuelle, tu vas avoir l'horaire. Puis mercredi, tu vas pouvoir assister à la rencontre. OK, Tu vas merci. avoir accès à tout ce que j'ai montré tantôt sur la OK, préparation. OK. Pardon, madame. Oui. Je m'excuse parce que je suis parti dans les préparations de ce qu'ils vont faire l'OIKI, mais moi, Mhm. je suis pas interne. Mais ma question, c'est ça. Je vis en dehors du Québec, Mhm. mais au Canada, exactement comme je vous ai dit auparavant. Je suis au Calgary, mais je désire déménager dans un moment ou un autre, mais je ne sais pas, parce que je peux avoir, premièrement, j'aimerais avoir un emploi là-bas pour que je puisse déménager. Mhm. Et puis, mais je voulais savoir, est-ce que c'est possible de m'inscrire pour l'examen de la session septembre que vous avez dit? Oui, donc, mais c'est sûr que toi, ce que tu vas faire, on pourrait dire comme étudiant libre, parce que toi, tu es déjà infirmier à Calgary. Non, j'étais infirmier en Afrique, c'est pas ici OK. à Calgary, oui. OK. Mais à Calgary, est-ce que tu es infirmier ou Non, je travaille comme pharmacie assistant, OK. mais c'est ça, c'est pas mon carrière. OK. Donc, ce que tu vas devoir faire avant de prendre la préparation avec nous, c'est de faire une demande à l'Ordre des infirmières pour faire reconnaître ton diplôme d'infirmier. OK? Donc, la formation que tu as fait, tu viens de quel pays? Du Burundi, je OK. viens au Donc, Burundi. Oui, tu as fait une formation d'infirmier là-bas? oui, oui, j'ai fait ça. OK. Donc, là, à ce moment-là, avec l'ordre, attends un petit peu, je vais aller te chercher le lien. Euh, OIQ. euh, Hors Québec. Il va falloir c'est ça que tu demandes euh, ce qu'on appelle une équivalence. Ils vont regarder ce que tu as fait comme étude versus qu'est-ce qu'on demande ici. Et là, ils vont dire, oui, tu as peut-être un stage à faire, tu as peut-être une formation à faire avant même de faire ton examen. Et une autre question, parce que j'ai fait l'équivalence, mais l'équivalence, c'est en anglais. Je l'ai fait OK. ici à Edmonton. Est-ce que vous acceptez l'équivalence en anglais? Ben, c'est ça. Il faut vraiment que tu communiques avec l'Ordre des infirmières parce que comparativement aux autres provinces, les autres provinces travaillent avec le NCLEX. Au Québec, on travaille avec l'examen de l'Ordre des infirmières du Québec et qui Mhm. sont deux examens différents avec deux permis différents. OK. Et fait que c'est pour ça que je demandais si tu avais le permis de pratique de la province où tu es, tu aurais pu demander de passer directement à l'examen. Ça, tu aurais été capable, mais parce que tu n'es pas encore infirmier, donc il faut que tu fasses faire la reconnaissance de tes diplômes avant. Oui. Fait que je t'ai mis le lien dans le clavardage, donc tu pourras aller voir ça. Maintenant, donc, OK, merci. Ça fait plaisir. J'ai donc, Silane qui a levé la main. Après ça, on ira avec Hélène. Bonjour, Silane. fini cette picture. Donc, ben, on va y aller avec Hélène de bord. Pour rester dans le thème des personnes qui ont été éduquées à l'étranger Mhm. et voilà, je pense que comme la personne précédente, en fait, c'est la même chose. Enfin, j'étais aussi dans le territoire, j'étais aussi assistante pharmacie. Et
Et quelles sont les chances, parce que du coup, exactement pareil, je veux pas déménager avant d'être sûre je puisse Mhm. travailler. Donc, même si j'ai eu le titre, moi j'ai déjà accepté, j'ai le titre de CEPI. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de ton expérience de personnes qui ne mettent jamais les pieds dans l'hôpital avant de prendre de faire leur examen? Je sais que c'est pas l'idéal, mais au niveau des chances, on va dire, de passage de succès à l'examen, à quel point, ou quel est l'impact OK. de jamais exercer au Québec avant? Je te dirais que c'est assez rare. C'est sûr que ça va être ta préparation qui va être hyper importante. Euh, c'est sûr que le fait de ne pas travailler comme CP, c'est pas nécessairement un obstacle pour des infirmières d'expérience. C'est ton expérience qui va devenir un obstacle. Dans le sens où l'examen, il est conçu pour des infirmières novices, donc qui commencent. Tandis que toi, qui es infirmière depuis plusieurs années, tu as développé des mécanismes ou des automatismes pour dire, ben, c'est normal, on fait toujours ça, ou c'est normal ça. Et des fois, de pas bien répondre aux questions parce que tu as l'impression qu'il y a des pièges, que c'est trop facile. Tu sais, parce que tu as l'expérience. Tu sais. Donc, le fait de ne pas avoir travaillé comme CP ne te désavantage pas au niveau des pathologies, puis de reconnaître les effets secondaires des médicaments, de savoir quoi faire avec un tube nasogastrique, comment intervenir pour un patient qui a un infarctus, par exemple. Ça, tu vas être Mhm. capable, puis peu importe où tu vas avoir travaillé, tu vas les gérer à peu près de la même façon, puis ils vont se présenter aussi de la même façon. Donc, un patient qui fait un infarctus au Burkina Faso ou qui fasse un infarctus à Calgary ou à Montréal, les manifestations vont être les mêmes. C'est les Mhm. interventions qui vont être différentes. Mhm. Mais encore là, même si tu travailles comme CP, tu verras peut-être jamais d'infarctus avant 2, 3 ans. Mhm. OK? Fait que c'est dans ce sens-là où non, c'est pas nécessairement pénalisant. Je te dirais que si tu travailles pas puis que tu as déjà, tu sais, t'as déjà là, tu as déjà le titre de CP, là, ce que j'entends. Oui, je l'ai, mais j'ai 4 ans d'expérience, mais pas depuis 7 ans. Ça fait Non. 7 ans que j'ai pas mis les pieds dans un hôpital. OK. En tant qu'infirmière, j'ai eu l'expérience patiente, mais pas infirmière. OK. Ça, c'est correct. Donc, ce que ça peut aussi faire comme avantage, c'est qu'en n'étant pas CP, tu as peut-être un peu plus de temps pour ton étude. Puis quand tu Mhm. auras ton permis de travail, donc ton permis d'infirmière, là, ça va être encore plus facile parce que ça veut dire, là, maintenant, tu vas pouvoir appliquer puis avoir un poste d'infirmière tout de suite sans passer par le fait donc de travailler comme CP dans un hôpital. Ben, je sais qu'ils sont aussi un peu contingentés là, au niveau des CP. C'est pas tout le monde qui ont accès à des postes de CP. Puis des fois, c'est même dans des milieux où tu vas avoir 15% de l'examen. Tu sais, si tu travailles en CHSLD, ben, tout ce qui est volet médecine, chirurgie, tu n'en vois pas tant que ça non plus en CHSLD. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement un obstacle, mais il faut juste être conscient que tu va falloir que tu travailles peut-être un petit peu plus les mises en situation pour les comprendre davantage. Ok, merci. Ça fait plaisir. Bonjour, Sylane. Donc, j'espère que tu vas être capable d'ouvrir ton micro. Oui, et rebonjour, madame. Tantôt, je vous ai posé la question au propos de pathologie. Par exemple, pour un POC, à part la dépression respiratoire, qu'est-ce qu'on doit mentionner? Ah, ben, de toute façon, premièrement, MPOC, c'est pas une dépression respiratoire, ça va être une détresse respiratoire, si Oui, on va c'est ça, regarder les exact. Oui, termes. oui. Mais il y a différents. Ça, vous avez des mises en situation juste sur les MPOC, sur OK. comment voir, donc c'est comme infirmière auxiliaire, donc de voir les manifestations cliniques, de voir quels sont les traitements. OK? Donc, et les informations importantes là, par rapport aux soins que tu vas donner pour un patient qui est MPOC. Ah, je comprends. Merci beaucoup. Ça me Merci. fait Bonne plaisir. journée. Merci. Fait que sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fête de la Saint-Jean. Si vous travaillez, prenez soin de vous.
buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud. Pensez aussi à vos patients qui ont extrêmement chaud. Peut-être d'amener votre beau sourire, de leur amener un verre d'eau avec de la glace quand ils peuvent boire, parce que ça ne doit pas vraiment être évident pour les patients que vous allez soigner cette semaine, qui, eux, sont obligés d'être à l'hôpital pendant 24 heures. Fait qu'il y a une petite pensée pour eux avec un bon mot. Et je vais vous souhaiter la meilleure des chances pour votre examen. Pour celles et ceux qui vont continuer avec nous, qui décident de s'inscrire avec nous, je ne vous souhaite pas de la chance parce que vous allez avoir tous les outils nécessaires pour réussir l'examen. Merci beaucoup. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Merci, merci. Bye bye.